Akissi avait appris très tôt que l'amour, chez les femmes comme elle, n'était jamais léger. Il pesait, il coûtait. Il demandait des sacrifices silencieux que personne ne voyait, sauf Dieu. Elle était née dans un petit village du sud, là où la poussière rouge, collée aux chevilles et où les rêves de capitale semblaient appartenir à une autre planète. Sa mère vendait du gari au marché, son père était mort quand elle avait 15 ans, emporté par une maladie qu'on n'avait pas eu les moyens de soigner. Depuis, Akissi était devenue adulte trop tôt. Elle travaillait, toujours. Le matin au marché, l'après-midi chez une couturière. Le soir, parfois, elle lavait les habits des autres contre quelques billets froissés. C'est là qu'elle avait rencontré Kouadio. Il était différent. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. Kouadio parlait bien. Il avait cette façon de regarder droit dans les yeux, de dire des phrases qui donnaient l'impression qu'il savait exactement où il allait. Il venait souvent acheter du riz près de son étal, toujours avec un livre sous le bras. Il étudiait, disait-il. Il voulait devenir quelqu'un. « Je ne resterai pas pauvre toute ma vie », lui avait-il confié un jour. « Moi, je veux juste vivre dignement », avait-elle répondu en souriant. Ils avaient ri ensemble ce jour-là. C'est comme ça que tout avait commencé. Au début, Kouadio faisait semblant de ne rien attendre d'elle. Il disait qu'il se débrouillait. Mais peu à peu, les demandes avaient commencé, toujours enveloppées de promesses. Les frais d'inscription ont augmenté. « Je te rembourse dès que j'ai mon diplôme. C'est pour notre avenir, Akissi. » Notre avenir. Ces mots étaient devenus sa faiblesse. Akissi n'était pas riche. Elle n'avait pas d'économie dormante, pas de parents influents, pas de compte bancaire bien garni. Elle avait seulement ses mains, sa sueur, et une foi presque naïve en l'amour. Alors elle avait commencé à se priver. Elle mangeait une fois par jour. Elle marchait au lieu de prendre le taxi. Elle refusait d'acheter des pagnes neufs, même aux fêtes. Chaque billet qu'elle gagnait avait désormais une destination. Kouadio. Quand il avait été admis dans une université de la capitale, Abidjan, son cœur avait battu plus fort que jamais. Elle avait cru que c'était le début de leur réussite commune. « Quand je serai là-bas, je travaillerai dur. Je ne t'oublierai jamais », avait-il juré en la tenant par les mains. « Je ferai de toi ma femme, tu verras. » Elle l'avait cru. Pour financer son départ, Akissi avait vendu ce qu'elle possédait de plus précieux. Les bijoux de sa mère, un petit terrain hérité de son père, même sa machine à coudre. Tout. Le jour du départ, elle l'avait accompagné à la gare routière. Kouadio portait des habits neufs qu'elle avait achetés pour lui. Elle portait une robe usée mais propre. « Quand je reviendrai, tu ne travailleras plus comme ça », lui avait-il murmuré. « Je t'attendrai », avait-elle répondu, la gorge serrée. Le car était parti en soulevant la poussière. Akissi était restée debout longtemps, regardant la route vide, sans savoir que ce jour-là, elle venait aussi de dire au revoir à une partie d'elle-même. La capitale l'avait changée plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Au début, Kouadio appelait souvent. Il racontait la ville, les immeubles, les cours difficiles. Il disait merci. Il disait « je t'aime ». Puis les appels avaient diminué. Ensuite, ils étaient devenus froids. « Je suis occupée. Ici, la vie est dure. Tu ne peux pas comprendre. » Mais les demandes d'argent, elles, n'avaient jamais cessé. Akissi continuait d'envoyer. Toujours. Même quand elle tombait malade. Même quand elle n'avait presque plus rien. Un jour, poussée par le manque et par l'amour, elle décida de lui rendre visite à Abidjan. Elle voulait le voir, le soutenir, comprendre ce silence. Elle avait économisé pendant des mois pour ce voyage. Quand elle arriva devant l'université, le cœur battant, elle le vit au loin. Kouadio Riaï, bien habillé, entouré d'autres étudiants. À son bras, une jeune femme élégante, maquillée, parfumée. Akissi s'approcha, hésitante. « Kouadio » murmura-t-elle. Il se retourna. Son visage changea. Il n'y eut ni sourire, ni joie, ni surprise. Seulement de la gêne, puis du mépris. « Qui est cette femme ?» demanda la fille à son bras. Kouadio hésita une seconde. Une seule. Puis il répondit d'une voix sèche. « Je ne la connais pas. » Ces mots frappèrent Akissi comme une gifle en plein visage. « Comment ça, tu ne me connais pas ?» balbutia-t-elle. Il s'approcha d'elle, baissa la voix, mais son regard était dur. « Tu es venue faire quoi ici ? Tu veux me ridiculiser ? Pars. Tu me fais honte. » Devant tout le monde, devant ceux pour qui elle avait payé ses études, devant la ville pour laquelle elle s'était ruinée. Akissi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas sur place. Elle partit. Ce jour-là, quelque chose mourut en elle, mais quelque chose d'autre commença aussi à naître, lentement, douloureusement. Elle ne le savait pas encore, mais l'humiliation n'était que le début. Akissi quitta la capitale comme on fuit un incendie, sans se retourner,
sans même savoir comment elle avait trouvé la force de mettre un pied devant l'autre. Le car qui la ramenait au village était bondé, mais elle n'entendait rien. Les conversations, les klaxons, les rires, tout lui semblait lointain, étouffé, comme si elle était plongée sous l'eau. Son cœur, lui, cognait trop fort. Chaque battement répétait la même phrase. « Je ne la connais pas ?» Elle revoyait la scène encore et encore. Le regard de Quadio, la manière dont il avait serré le bras de cette autre femme, le mot « honte ». Quand elle arriva au village, la nuit était déjà tombée. Elle descendit du car avec un petit sac presque vide, symbole cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Personne ne l'attendait, personne ne savait. Elle marcha longtemps avant de rentrer chez elle. Sa chambre était sombre, étroite, silencieuse. Les murs semblaient l'observer, témoins muets de ses sacrifices. Akissi s'assit sur le sol, posa son sac, et cette fois, elle pleura. Pas les larmes bruyantes qui cherchent du secours. Non, des larmes lourdes, profondes, silencieuses. Celles qui sortent quand l'âme est trop fatiguée pour crier. Elle pleura pour son argent perdu, pour ses rêves brisés, mais surtout pour elle-même. Les jours suivants furent les plus longs de sa vie. Au marché, les gens murmuraient. Quelqu'un avait vu Quadio à la télévision locale, recevant un prix universitaire. Une femme affirmait même qu'il était fiancé à une fille de bonne famille, fille d'un fonctionnaire bien placé à Abidjan. Akissi faisait semblant de ne rien entendre. Mais chaque mot était un couteau. Elle n'avait plus rien, plus d'économie, plus de machine à coudre, plus de terrain, plus même la force de sourire. Un matin, la couturière chez qui elle travaillait lui annonça qu'elle ne pouvait plus la garder. « Les temps sont durs, ma fille. » Chacun se débrouille. Akissi hocha la tête. Elle était devenue experte en dignité silencieuse. Ce soir-là, elle tomba malade. Une fièvre violente. Sans argent pour aller à l'hôpital. Elle passa 2 jours couchée, délirante, entre la vie et l'abandon. C'est une voisine âgée, tante Afoué, qui la trouva presque inconsciente. « Ma fille, tu veux mourir comme ça ?» Ces mots la réveillèrent plus que les médicaments traditionnels qu'on lui donna. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans la juger. Quand Akissi alla un peu mieux, tante Afoué l'appela chez elle. « Je sais ce que tu as fait pour cet homme, » dit-elle calmement. « Les femmes comme toi, on les utilise puis on les jette. Mais écoute-moi bien, la terre ne ment jamais. Ce que quelqu'un sème, il le récoltera. » Akissi baissa les yeux. « Moi, je n'attends plus rien, » murmura-t-elle. « Alors c'est maintenant que ta vie peut commencer, » répondit la vieille femme. Ces paroles restèrent gravées dans son esprit. Les semaines passèrent. Akissi recommença à travailler différemment. Elle n'avait plus de capital, mais elle avait appris à observer. Elle remarqua que les femmes du marché se plaignaient souvent de ne pas savoir lire les prix, les contrats, les messages administratifs. Akissi, elle, avait fait quelques années d'école. Pas assez pour être diplômée, mais assez pour comprendre. Elle commença à aider, à lire, à expliquer, à écrire des lettres. Sans s'en rendre compte, elle devenait utile autrement. Un jour, un homme bien habillé vint au marché. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à organiser une petite coopérative féminine. Tante Afoué le désigna sans hésiter. C'est elle. Akissi hésita. Elle n'avait plus confiance en rien, surtout pas en elle-même. Mais elle accepta. Ce travail changea tout. Pour la première fois, elle gagnait de l'argent sans se briser le dos. Pour la première fois, on respectait son intelligence. Pour la première fois, elle rentrait chez elle sans avoir honte de ce qu'elle était devenue. Pendant ce temps, à Abidjan, Quadio montait. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Son diplôme en poche, il fréquentait les milieux qu'il avait toujours rêvé d'approcher. Il parlait fort de mérite, de réussite personnelle, d'efforts individuels. Il racontait son histoire comme celle d'un jeune homme parti de rien, oubliant soigneusement Akissi. Mais la vie, elle, n'oublie jamais. Un soir, alors qu'il célébrait une nouvelle opportunité professionnelle, son téléphone vibra. Un message qu'il ne reconnut pas. On ne construit pas un avenir solide sur les larmes d'une femme. Il fronça les sourcils, puis effaça le message. Il ne savait pas encore que ce n'était que le premier signe. Akissi ne cherchait plus la vengeance. Elle n'y pensait même pas. Elle avait compris quelque chose de fondamental. La survie est déjà une forme de victoire. La petite coopérative féminine qu'elle aidait à organiser prit de l'ampleur. Au départ, elles n'étaient que 6 femmes, puis 12, puis 20. Des vendeuses de tomates, de poissons fumés, de tissus. Des femmes fatiguées, souvent méprisées, mais courageuses. Akissi leur expliquait comment mettre de côté, comment tenir un registre simple, comment éviter les dettes pièges. Elle ne parlait pas fort, elle ne cherchait pas à briller, mais on l'écoutait. Un jour, l'homme bien habillé revint. « Vous avez un don, lui dit-il. »« Non,
répondit-elle doucement. J'ai seulement appris à souffrir sans mourir. Il sourit tristement. Il s'appelait Monsieur Traoré, représentant d'une ONG locale. Il proposa à Akissi une formation courte à la ville pour apprendre la gestion communautaire. Elle hésita longtemps. La capitale lui faisait peur maintenant. Trop de souvenirs, trop de blessures. Mais Tantafoué posa sa main sur la sienne. Ce n'est pas la ville qui t'a humilié, c'est un homme. Et il ne doit pas voler ta destinée. Akissi accepta. Elle retourna à Abidjan, mais cette fois, elle n'était plus la même. Elle n'était plus la femme qui attendait devant une université avec le cœur plein d'espoir. Elle était une femme en mission. Les formations furent intenses. Elle apprit vite, très vite. Les formateurs furent surpris par sa lucidité, sa capacité à comprendre les réalités du terrain. Elle posait les bonnes questions. Elle racontait la vérité sans phare. « Les femmes ne demandent pas la pitié, disait-elle. Elles demandent juste une chance équitable. » À la fin de la formation, on lui proposa un contrat, un vrai, avec un salaire stable. Akissi pleura ce soir-là. Pas de douleur, de soulagement. Pendant ce temps, la vie de Kwadio commençait à se fissurer. Sa fiancée, brillante et bien entourée, commençait à voir au-delà de ses discours. Il parlait trop de lui, pas assez des autres. Il mentait parfois, de petits mensonges d'abord, puis de plus gros. Son travail, obtenu par recommandation, exigeait des résultats qu'il n'arrivait pas toujours à fournir. Un jour, lors d'une réunion importante, un partenaire posa une question simple. « Quel a été votre parcours réel ? Qui vous a soutenu financièrement pendant vos études ?» Kwadio hésita. Il improvisa. Mais dans la salle, quelqu'un fronça les sourcils. La rumeur est une bête silencieuse. Elle ne crie pas. Elle circule. Quelques semaines plus tard, un ancien camarade de village, travaillant comme chauffeur pour un cadre influent, reconnut son nom. Kwadio ? Celui pour qui une femme s'est ruinée, les langues commencèrent à se délier. Pendant ce temps, Akissi gagnait en visibilité. Pas sur les réseaux sociaux, pas dans les journaux, mais dans les cercles qui comptent vraiment. Ceux qui décident, qui financent, qui soutiennent. Un jour, lors d'un forum communautaire, elle fut invitée à témoigner. Elle monta sur scène, simple robe, voix calme. « J'ai aimé, j'ai cru, j'ai tout donné, et j'ai été rejetée. Mais si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la haine, c'est grâce à la vérité. » Dans la salle, quelqu'un écoutait attentivement. Kwadio. Il était venu accompagner un supérieur. Il ne savait pas qu'elle serait là. Quand il leva les yeux et la reconnut, son cœur s'arrêta presque. Elle avait changé, pas physiquement seulement. Intérieurement, elle parlait avec assurance, sans colère, sans le regarder. Pour la première fois depuis longtemps, Kwadio eut honte, une vraie. Pas celle qu'il projetait sur les autres, mais celle qui brûle de l'intérieur. Après la conférence, il voulut l'approcher. Akissi, elle se tourna vers lui, le regard neutre. « Paisible, vous vous trompez de personne, » dit-elle calmement. « Je m'appelle Madame Akissi Traoré, coordinatrice de projet. » Chaque mot était un miroir. Il tenta de parler, de s'expliquer. Elle l'écouta quelques secondes, puis l'interrompit. « Ce que tu m'as pris, je ne peux pas le récupérer. Mais ce que je suis devenue, tu ne peux plus me l'enlever. » Elle s'éloigna. Ce soir-là, Kwadio ne dormit pas. Et Akissi, pour la première fois depuis des années, dormit profondément. Le succès d'Akissi ne fit pas de bruit. Il s'installa comme la pluie fine qui nourrit la terre sans fracas. En 2 ans, elle devint une référence. Les projets qu'elle coordonnait changeaient réellement la vie des femmes. Microcrédits honnêtes, formation utile, suivi humain. Elle refusait les détournements, les promesses creuses, les chiffres maquillés. « Si ça ne sert pas les femmes, je ne signe pas », disait-elle calmement. On la respectait pour ça. On la craignait parfois aussi. Akissi avait appris à poser des limites, surtout à elle-même. Elle ne se définissait plus par l'amour d'un homme, mais par sa dignité retrouvée. Elle vivait simplement, mais elle vivait debout. Pendant ce temps, la chute de Kwadio s'accélérait. Les rumeurs devinrent des faits. Les faits devinrent des dossiers. Un audit interne révéla des incohérences dans son service. Rien de spectaculaire, mais assez pour semer le doute. Son supérieur, celui-là même qui l'avait introduit dans les cercles influents, commença à prendre ses distances. Sa fiancée, de son côté, reçut un message anonyme. Une femme y racontait toute l'histoire, les sacrifices, l'abandon, l'humiliation publique. Elle n'y crut pas tout de suite, mais elle posa des questions. Beaucoup. Kwadio s'énerva. Il minimise, il nia. Un soir, elle posa une seule question. « Si cette femme n'a jamais compté, pourquoi as-tu si peur qu'on parle d'elle ?» Il n'eut pas de réponse.
Les fiançailles furent annulées discrètement. Puis son contrat ne fut pas renouvelé. Puis les portes commencèrent à se fermer. À Abidjan, tout va vite. La montée comme la chute. Kouadio tenta de revenir au village. Là-bas aussi, on savait. Les regards avaient changé. On ne le félicitait plus. On le jaugeait. Un jour, il apprit qu'Akissi allait revenir pour inaugurer un centre de formation féminin financé par un partenariat international. Le centre portait un nom simple, Centre Espoir à Fouet. Il s'y rendit. Quand Akissi arriva, entouré de femmes, d'élus locaux et de journalistes communautaires, Kouadio la regarda comme on regarde une montagne qu'on croyait avoir écrasée, et qui s'est dressée à nouveau. Après la cérémonie, il s'approcha, plus humble que jamais. « Akissi, je suis désolée. Je reconnais mes torts. » Elle le regarda longuement. Pas de haine, pas de triomphe. Les excuses ne rendent pas ce qu'elles détruisent, dit-elle doucement. Mais elles peuvent empêcher de recommencer. Il baissa la tête. Je suis tombée, murmura-t-il. Akissi hocha la tête. Moi aussi. La différence, c'est que j'ai choisi de me relever sans piétiner quelqu'un d'autre. Elle lui tourna le dos. Ce fut la dernière fois qu'ils se parlèrent. Des années plus tard, Akissi raconta parfois son histoire aux jeunes femmes qu'elle formait. Pas pour les effrayer, pas pour les rendre amères, mais pour leur dire une vérité essentielle. Aimer ne doit jamais vous appauvrir. Un homme qui vous demande tout sans rien construire avec vous n'est pas un projet, c'est une fuite. Kouadio, lui, disparut peu à peu des ambitions qu'il avait tant chéries. Il survécut, mais sans éclat, sans héritage, sans respect profond. Et Akissi, elle ne devint pas millionnaire. Elle ne chercha pas la vengeance. Elle construisit mieux. Sa revanche fut silencieuse, solide, irréversible. Car le succès bâti sur le mépris finit toujours par s'effondrer. Et celui bâti sur la dignité résiste au temps, un moral de l'histoire. L'amour ne doit jamais être un sacrifice à sens unique. Quand une femme donne tout, son argent, son énergie, sa dignité, à un homme qui ne construit rien avec elle, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Le succès obtenu en reniant ceux qui nous ont soutenus est fragile. Il repose sur le mensonge, la honte et l'oubli volontaire. Et tôt ou tard, la vérité remonte toujours à la surface. Cette histoire nous rappelle que aimer ne doit jamais appauvrir ni détruire, le respect vaut plus que les promesses, l'humiliation d'aujourd'hui peut devenir la force de demain, et le karma n'a pas besoin de bruit pour frapper. Celui qui s'élève en méprisant finit par tomber seul. Mais celui qui se relève avec dignité bâtit quelque chose que personne ne peut lui enlever.